Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le webinaire Prévention de Collectim. Alors aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet de société et pour ce faire, je vous emmène à la rencontre de Simon de Gardel. Bonjour Simon. Bonjour Sébastien. Alors, vous êtes directeur de l'Association française des aidants. Et alors, être aidant, comment est-ce que ça peut se définir ? Alors, bonjour à tous et à toutes, et puis on est ravis de vous accueillir effectivement dans nos locaux. Vous l'avez précisé tout à l'heure, on est en plein cœur de Paris, boulevard Saint-Michel, et justement on vous présentera un petit peu ce qu'est l'association, ce que fait l'association tout à l'heure. Pour revenir sur votre question, donc comment ça peut se définir ? En fait, on peut se baser, pour donner quelques éléments de définition, Sébastien, sur les expériences de vie et aussi un peu sur la définition européenne, notamment la définition de la COFAS, et on va y revenir. Mais déjà, peut-être pour un peu illustrer ce qu'est un aidant, eh bien, un aidant, ça peut être voilà, un conjoint âgé qui accompagne sa conjointe, par exemple, qui est malade d'Alzheimer. Ça peut être également trois sœurs qui ont une mère qui a 96 ans, 97 ans et qui est en perte d'autonomie et qui vont la voir quotidiennement à l'EHPAD. Ça peut être aussi une maman qui a 4 ou 5 enfants et qui, parmi ses enfants, a un enfant polyhandicapé. Aussi, bien dans cette famille-là, par exemple, ça va être aussi les frères et sœurs qui vont aussi parfois s'occuper de leur frère qui est en situation de handicap. Donc déjà, avant de poser des éléments un peu plus juridiques, on va dire, c'est une variété de situations. La situation d'aidant, c'est des singularités de parcours de vie, mais si on pose une définition, c'est qu'il y a quand même des dénominateurs communs. Ces dénominateurs communs, quels sont-ils ? Déjà, c'est une personne qui est non professionnelle. Ce n'est pas un professionnel de santé, ce n'est pas un professionnel de l'aide à domicile, c'est une personne non professionnelle qui est un proche. Et ça, c'est important parce qu'au début, on utilisait aujourd'hui le terme de proche aidant. Au début, on parlait d'aidants familiaux, mais tous les aidants ne sont pas membres de la famille de la personne accompagnée. Donc, premier élément important, non professionnel, et c'est un proche. Et puis après, tout simplement, qui va accompagner dans la durée et régulièrement une personne qui est, on va parler de personnes vulnérables ou en situation de dépendance, voilà, dans les gestes de la vie quotidienne. Donc la notion de durée est importante, ce n'est pas juste sur 15 jours, un mois, on parle même parfois de carrière d'aidant, puisqu'on peut aider toute sa vie. Un parent qui accompagne son enfant en situation de handicap, eh bien, il risque d'accompagner cet enfant et plus tard cet adulte tout au long de sa vie, ou parfois ça peut être sur des moments un peu plus courts, 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais il y a quand même la notion de durée, et puis après régulièrement, ce n'est pas juste simplement passer voir quelqu'un, mais c'est aussi eh bien, tous les jours accompagner cette personne dans les gestes de la vie quotidienne. Voilà, définition très large, finalement. Donc on a dit une personne non professionnelle qui accompagne un proche dans les gestes de la vie quotidienne, un proche vulnérable, mais dans laquelle vraiment l'Association française des aidants se retrouve, association qui a été créée en 2003, et voilà, qui milite pour tous les aidants, toutes les proches aidants, quelle que soit la situation de la personne accompagnée, et quel que soit l'âge de l'aidant. Voilà, donc ça peut vous donner ces premiers éléments de définition. Donc vous voulez dire que ces activités que ces proches aidants font, ce sont des activités qui parfois peuvent être faites par des professionnels aussi ? Oui, c'est toute la question de la frontière en fait entre le travail, on va dire, rémunéré, déclaré, et tout le domaine du travail domestique. On peut, en fonction effectivement des situations, faire passer de l'un à l'autre, et c'est un vrai enjeu pour les proches aidants, puisque effectivement, certains proches aidants peuvent effectuer la toilette d'un proche, réaliser toutes les activités domestiques, donc le ménage, la cuisine, voilà, prendre soin de son proche, gérer aussi toute la coordination des rendez-vous médicaux ou de suivi sociaux. Donc effectivement, ça peut passer d'un côté, on va dire, ou de l'autre, de l'activité domestique ou de l'activité déclarée et rémunérée, et c'est un enjeu important parce que finalement, il faut que l'aidant il ne soit pas cette variable d'ajustement, c'est-à-dire que si eh bien, on va dire le système d'aide à domicile, le système de soins joue pleinement son rôle, ou le joue moins, qu'il ne soit pas cette variable d'ajustement et qu'on ne fasse pas peser
davantage de choses sur le proche aidant, qu'il puisse être en capacité justement de choisir comment il a envie d'accompagner son proche, comment il veut être avec son proche. On dit souvent à l'association qu'un aidant est avant tout un aimant, c'est d'abord son rôle premier, on va dire, d'être un proche. Et pour bien justement jouer cette relation d'aide, eh bien, il faut être en capacité de ne pas subir, de ne pas être contraint par les déficits de prise en charge de son proche accompagné. Voilà. Alors comment est née cette association française des aidants? Alors l'association française des aidants, je vous l'ai dit, elle est née, on va fêter les 20 ans, alors avec un tout petit peu de décalage, le 4 juin prochain à Lille, et elle est née donc le 15 novembre 2003. Ce sont deux amis qui ont créé cette association, notamment Bénédicte, Caroline, excusez-moi je confonds les prénoms, mais Caroline Laporte, qui elle était maman en fait d'une jeune fille qui avait une pathologie lourde en termes dermatologiques, et puis voilà, qui en fait s'est retrouvée isolée. Qui n'avait pas de ressources particulières, il n'y avait rien qui était vraiment trop créé, même le terme de proche aidant en 2000 était encore peu usité dans le débat public et dans l'opinion publique, et donc eh bien, elle a décidé de créer cette association avec une amie, Bénédicte le chien, et qui était webmaster. Et donc elles ont créé l'Association française des aidants, elles ont lancé un site internet, elles ont lancé une ligne d'écoute, et en 2004 naissait un des dispositifs phares de l'association, qui est le Café des aidants, et qui a tout de suite remporté un vif succès. Et voilà comment est née l'association. Elle s'est pas mal développée, et puis en 2009-2010, eh bien, elles ont passé le relais à Florence Leduc, qui était, on va dire, qui avait une reconnaissance importante dans le milieu du médico-social, et qui a développé, notamment de manière un peu politique, l'association, qui l'a axée sur un plan aussi du plaidoyer. Et voilà, en fait, je pense que la grande fierté de l'association, c'est d'avoir contribué quelque part à faire émerger cette question des aidants en France, qui n'existait pas tant dans les politiques publiques et dans le débat public. C'était porté un peu par des associations eh bien, de malades ou de familles. Voilà, France Alzheimer dans les années 80 a contribué à faire émerger la question des aidants, mais il n'existait pas en 2003 d'association pour tous les aidants, quelle que soit la pathologie du proche et quel que soit l'âge des aidants. Voilà. Quels sont les accompagnements que vous proposez aujourd'hui? Vous avez parlé du Café des aidants. C'est quoi ce Café des aidants? Et est-ce qu'il y a d'autres choses? Alors, l'association, très rapidement, on fait trois choses à l'association. La première chose, je vous l'ai dit, on fait du plaidoyer. L'objectif, on va dire, c'est, si on pense si on veut que les choses bougent, c'est de faire aussi bouger les lignes en termes politiques, et que la question des aidants soit présente dans eh bien, les grandes lois, que ce soit dans le domaine de la santé, mais aussi en fait de l'emploi, de la retraite. Finalement, c'est une question qui traverse les âges, y compris aussi dans l'éducation nationale, et donc elle doit être présente dans tous les champs et dans toutes les grandes lois. Donc ça, c'est le premier point. On fait du plaidoyer, on fait également des dispositifs pour les proches aidants, et on a ce fameux Café des aidants. On va fêter cette année le 300e Café des aidants, donc on en est très fiers, et quand on voit le chemin parcouru, le premier café était à Odéon, il y a à quelques centaines de mètres d'ici, et aujourd'hui on en compte plus de 300 en France. Donc ça, c'est une grande fierté de l'association, et qui sont ouverts à tous les aidants aussi. Voilà. Si vous êtes aidant, vous pouvez aller justement dans ce café. C'est un café qui est co-animé par un psychologue et un travailleur social, avec 7 à 8 aidants, une dizaine d'aidants, et l'objectif, c'est d'aborder différentes thématiques de la situation, de la vie d'un aidant, et de pouvoir en fait avoir un moment de convivialité. Ça se fait dans des cafés réellement, on insiste, ou dans des lieux ouverts, mais pas des lieux institutionnels en tout cas, et on va pouvoir partager son parcours d'aidant, et le principal intérêt, c'est que ça développe ce qu'on appelle la pair-aidance, c'est-à-dire voilà, l'esprit on va dire de solidarité entre aidants, et ça vient aussi rompre l'isolement. On comprend qu'on n'est pas seul dans cette situation. C'est bien souvent une des problématiques. Quand on a la tête dans le guidon, quand il y a beaucoup de contraintes, on a un sentiment d'isolement qui est fort. Or, en fait, cette situation, elle est partagée quand même par 9,3 millions de personnes au bas mot. Donc c'est une situation, d'un point de vue statistique, qui est normale, commune.
qui vous arrivera certainement, Sébastien, qui va m'arriver aussi, ou qui m'est peut-être déjà arrivé. Donc c'est une situation normale, et donc c'est bien aussi de la normaliser en parlant. Et c'est le principe de ces cafés des aidants. Et on a un autre grand dispositif qui est aussi ouvert à tous et à toutes, c'est la formation des aidants. Alors le terme formation est peut-être mal choisi, mais c'est des modules dont l'objectif en fait est de prendre du recul. Je le disais, quand la situation de maladie d'un proche arrive, ou de dégradation de l'état de santé d'un proche arrive, on est souvent un peu saisi, on est souvent dans une situation d'urgence, et on se retrouve dans des situations contraintes. Contraintes en termes de temps, contraintes financières, qui fait que le ressenti peut être parfois dur à vivre, et dur à vivre. Et bien cette formation, elle va nous inviter à questionner, même dans une situation contrainte, quels sont les choix qu'on peut avoir, quelles sont les ressources dont on peut disposer, et donc du coup, en fait, à réinventer, à recréer le lien avec son proche, et pour essayer de sortir parfois d'une situation qui est trop souvent une situation qui peut être subie. Alors que, voilà, être aidant, c'est apporter de la joie, disait le linguiste Alain Rey. Et donc, pour que cette situation d'aide eh bien, soit dans la joie, dans la bonne humeur, il faut aussi pouvoir être acteur, y compris dans un système un peu contraint. Et donc, c'est l'objet de cette formation. Donc, tous ces dispositifs, vous les retrouvez sur notre site internet. Il y a une carte, on est présent, pas encore dans tous les départements, mais on s'y emploie. Et donc voilà un peu les deux grands dispositifs de l'association. On retrouve aussi les modules de formation, on les retrouve en ligne sur le site formation.aidant.fr. Donc j'invite tous les auditeurs à pouvoir s'y connecter s'ils sont intéressés. Et c'est des modules de 20 minutes qui retracent un peu cette formation des aidants. Et on fait enfin une dernière chose à l'association, on forme des professionnels du médico-social, justement à l'accompagnement des proches aidants, au repérage de ces proches aidants, et maintenant aussi les professionnels de l'entreprise, RH, manager, peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure. Ouais. Sur ce café des aidants, en fait, est-ce qu'il faut être adhérent à l'association pour y participer, ou c'est ouvert à tout le monde ? Il n'y a pas besoin d'être adhérent, c'est ouvert à tout le monde, sans condition préalable. Sous couvert d'anonymat, il n'y a pas d'obligation d'y participer. En général, c'est une dizaine de séances dans l'année. Pour avoir assisté à plusieurs cafés des aidants, les groupes parfois varient d'une séance à l'autre parce que justement, il n'y a pas d'obligation. Les contraintes sont déjà bien présentes pour les aidants, donc les aidants viennent quand ils en ont envie, quand ils peuvent. Voilà. Quelles sont les difficultés qu'on peut observer dans la situation d'aidance ? Alors, on va dire qu'il y a différents impacts sur la vie d'un proche aidant. De manière assez évidente, il peut y avoir des impacts en termes de santé. Voilà, les aidants sont nombreux, par exemple, 44% des aidants parfois ont déjà annulé des rendez-vous médicaux. Ils sont nombreux à déclarer avoir un état de stress ou d'anxiété qui est important. Ils sont aussi nombreux à avoir des maladies chroniques et à ressentir effectivement un isolement et, on va dire, une charge mentale qui est importante. Donc les premières conséquences peuvent être sur la santé, tant physique que psychologique des proches aidants. Et notamment si la relation d'aide dure, il est d'autant plus important que les aidants puissent prendre soin de leur santé. Voilà, il y a des aidants qui ont parfois davantage de problèmes que leurs proches, qui en viennent à avoir davantage de problèmes que leurs proches. Alors là, des fois, on rentre dans des situations de mutuelle aidance, mais c'est un point non négligeable et sur lequel il faut être... voilà, qui est une réalité. Et puis après, il y a aussi des impacts aussi en termes de lien social, puisque la situation d'aidance peut... à la fois être une ouverture sur le monde, mais aussi un repli sur soi, un isolement. Je parlais de ce sentiment d'isolement alors que c'est une situation, entre guillemets, statistiquement banale, mais devant parfois le poids des contraintes, on peut avoir tendance à se replier sur soi, et ça va beaucoup aussi jouer sur le ressenti. Une même situation d'aidance, si elle est, on va dire, nommée, partagée, s'il y a plusieurs aidants qui vivent autour du proche accompagné, ça peut
être une situation et un ressenti qui peut être extrêmement variable. Mais en tout cas, voilà, ça a forcément un impact. Comme le temps est un peu plus contraint, eh bien, on peut renoncer à ses loisirs. Les aidants renoncent à partir en vacances, renoncent à participer, je ne sais pas, à un club de sport, à des sorties avec des amis. Et ça, c'est un point aussi très important qui rejoint notre plaidoyer, puisque l'association elle milite pour la préservation du lien avec son proche, mais aussi avec le reste de la société. On n'est pas qu'aidant, on est aussi, je sais pas, un parent d'autres enfants. Moi, j'ai été particulièrement marqué une fois quand j'ai rencontré une famille. Eh bien, la maman, quand je l'ai rencontrée, elle s'est mise à pleurer, notamment pour ses autres enfants, quoi, parce qu'elle n'avait pas le temps, elle n'avait plus le temps de s'en occuper, notamment un vivait un cas de harcèlement scolaire. Et bien finalement, elle n'avait plus le temps, et elle n'avait plus le temps aussi de voir ses amis, ses autres proches, et c'est aussi ça qui la rendait triste. Donc voilà, des impacts en termes de vie sociale, des impacts en termes de santé, et puis aussi sur le sujet qui nous réunit ce matin, des impacts bien évidemment dans la vie professionnelle, puisque eh bien, on parle un peu comme pour les femmes, donc on parle de deuxième journée de travail, eh bien, pour les aidants, on pourrait aussi parler parfois d'une deuxième journée de travail, parce que l'aide apportée peut aller au-delà de 20 heures par semaine. Donc voilà, donc c'est un temps important qui représente beaucoup pour certains aidants, et donc ça a forcément des impacts dans la vie professionnelle. Est-ce qu'il y a justement un intérêt à indiquer à son employeur qu'on est un proche aidant ? On va dire que c'est un point un peu sensible. Il y a toujours un intérêt, il y a souvent un intérêt à nommer la situation pour la faire exister, cette situation. On observe qu'il y a différents types de typologies de salariés ou d'actifs aidants. Il y a finalement pour ceux pour qui la situation, on va dire, ne pose pas de problème, parce que notamment le proche accompagné est bien pris en charge, et donc on va parler un peu de salariés autonomes. Il y a ceux pour qui, au contraire, ça va être important de le dire, et là ce sera plutôt ceux qui vont être accompagnés par l'entreprise, et notamment ça va permettre de trouver des solutions, ça va permettre de verbaliser, et puis il y a ceux qui sont aussi un peu désemparés, qui n'en parlent pas à leur employeur, pour qui la conciliation vie professionnelle, vie privée commence à être compliquée, et là c'est ceux qui sont le plus, on va dire, soumis à des contraintes, avec des risques importants d'épuisement professionnel, de démission, voire de désinsertion professionnelle. Voilà. Mais toujours est-il que pour en parler, il faut qu'il y ait des conditions Bien sûr, au préalable pour le faire. Alors ça peut être des fois un climat de confiance qui règne dans l'entreprise ou dans la structure, mais en général ça ne tombe pas du ciel en fait. Et donc je dirais que plus aux salariés, pas tant à l'initiative du salarié qu'à l'initiative de l'entreprise, non pas d'en parler nommément à une personne, mais d'en parler de manière collective en fait, pour faire bouger les lignes. Parce qu'aujourd'hui, le sujet des proches aidants est encore un sujet qui est méconnu, même si beaucoup de DRH s'intéressent à cette question-là. 83% là, selon la dernière enquête de CIRP, déclaraient que c'était une priorité. Pour autant, les choses ne bougent pas tant que ça sur le sujet des proches aidants en entreprise. Et donc il faut que les DRH, les managers, créent un climat de confiance, que ce soit un sujet collectif de l'entreprise et non pas un sujet en dehors de l'entreprise. Et bien souvent, les aidants en parlent quand ils s'aperçoivent que leurs entreprises mettent en place des solutions, proposent des services, et puis surtout que ce soit un sujet un peu partagé, comme ça l'est aujourd'hui par exemple sur la question du handicap. On n'en est pas encore là sur le sujet des proches aidants, ça reste un sujet qui est encore confidentiel, la plupart des salariés n'en parlent pas à leur employeur, donc notre point c'est de dire qu'il faut que les entreprises aillent sur ce sujet, et c'est à elles quelque part de faire le premier pas pour créer les conditions d'un dialogue propice à l'écoute et d'un dialogue. Alors vous, Simon de Gardel, à l'Association française des aidants, comment vous pouvez accompagner justement les employeurs qui seraient désireux d'avoir une communication collective sur
cette situation d'aidance? Déjà, comme on fait aujourd'hui, Oui, bien sûr. Sébastien, on propose en fait, on a un centre de formation qui est certifié Calliope et qui justement, depuis maintenant quelques années, accompagne aussi les entreprises. L'idée pour les entreprises, c'est pas de créer un événement one shot pour dire on a parlé du sujet des aidants, la case aidant est cochée dans notre rapport RSE, mais c'est bien de le faire dans la durée. Si effectivement vous n'en parlez que de manière très ponctuelle, eh bien ça risque le soufflet risque complètement de retomber, et donc il faut pouvoir en parler dans la durée, et donc du coup on a des programmes de sensibilisation, des programmes de formation aussi à destination du monde de l'entreprise, à destination des RH, des salariés, pour justement qui abordent différents thèmes, comment en parler justement avec ses salariés, comment accompagner un salarié qui est proche aidant, comment concilier vie professionnelle et vie d'aidant. Donc ce sont des thématiques qui sont traitées par nos formateurs qui sont experts de la question. D'accord. Alors imaginons, je suis DRH dans une entreprise et j'ai ce souci de m'intéresser aux aidants. Quels seraient les éléments auxquels je pourrais être attentif pour peut-être identifier quelques salariés qui pourraient, par quelques indices comme ça, être aidants? Alors je dirais, on peut, comme la situation d'aidance va être très variée, les réactions peuvent être très variées, c'est jamais évident à suivre, mais il peut y avoir un peu des signaux faibles, notamment voilà, si un manager ou un DRH observe des micro-retards, des demandes de congés plus fréquentes, des demandes d'absence, également peut-être chez son salarié une émotivité un peu plus élevée. Ça peut être des signaux faibles qui peuvent révéler une situation d'aidance ou pas d'ailleurs. Mais d'ailleurs, je crois que ce qui est intéressant, ce serait plutôt d'avoir une approche un peu globale sur justement le repérage de ces signaux faibles d'un salarié qui peut être en difficulté à un moment donné, quoi. Et peut-être de circonscrire ça juste à la question d'aidance, ce n'aurait pas beaucoup peut-être de logique pour un salarié, mais ça peut rentrer dans cette situation-là, quoi. Et voilà. Et maintenant, en fait, du côté salarié, parfois certains sont discrets sur leur vie privée, mais est-ce qu'un salarié peut avoir une crainte particulière à parler avec son manager ou son service RH du fait qu'il est aidant? Est-ce qu'il craint quelque chose? Est-ce qu'on peut lui reprocher quelque chose? Alors, légalement, on peut rien lui reprocher. Bien sûr. Après, la vie de l'entreprise est autre. Ouais. C'est un peu ce que je vous disais en introduction, entre ce verre à moitié plein où on se dit bien, finalement ça devient un sujet dans l'entreprise dont on parle et c'est très positif. Il y a également des évolutions législatives dans le monde du travail. Voilà, maintenant un proche aidant peut refuser de travailler la nuit, il existe un congé de proche aidant. Depuis 2019, les partenaires sociaux ont l'obligation de négocier des accords de branche, la conciliation vie d'aidant et vie professionnelle. Donc ça, il existe depuis aussi 2019 un droit au répit. Donc tout ça, ce sont des évolutions très positives. Et en même temps, le changement culturel, il ne va pas se faire uniquement par des lois et en l'espace de 6 mois, 1 an. Alors à l'échelle d'une vie d'aidant, ça prend énormément de temps, et notamment quand il y a des situations d'urgence, mais ça prend du temps. Ça prend du temps, et donc le sujet est plus ou moins bien approprié. C'est pour ça qu'on vous invite justement à vous former, à former vos managers, à former vos équipes sur le sujet des proches aidants pour qu'il y ait un terreau commun, une compréhension commune. Et bien évidemment, parfois, certains salariés regrettent d'en avoir parlé, et d'autres, au contraire, pour qui ça a permis de trouver des solutions, ça a permis d'avoir un soutien moral de ses collègues. La plupart des salariés, d'abord, on parle déjà, ils n'en parlent pas, la majorité n'en parle pas. Oui, c'est la première chose, c'est qu'on ne sait pas combien ils sont dans la société, dans l'entreprise. Et quand ils en parlent, c'est plutôt leurs collègues, donc leurs alter ego. Finalement, ils en parlent assez peu, 18% en parlent à leur RH, 27% en parlent à leur médecin du travail, donc ça reste une minorité en fait. Donc c'est un sujet qui est encore
peut parler, mais on ne doit pas faire porter le poids de ce dialogue aux aidants, mais c'est bien aux entreprises, aux partenaires sociaux de se saisir de ce sujet, quoi. Et en même temps, ceux qui n'en parlent pas, peut-être ne savent-ils pas eux-mêmes qu'ils sont aidants. C'est-à-dire que aider un de ses enfants qui a un polyhandicap ou un de ses parents qui est vieillissant et qui a besoin d'une aide, ça paraît tellement normal dans la solidarité familiale que c'est peut-être pas considéré comme être une situation d'aidant particulière. Oui, il y a encore un Français sur deux ne connaît pas encore le terme d'aidant, donc effectivement on voit qu'en termes d'évolution et de prise de conscience, il y a un enjeu. Et avant de pouvoir recourir à des droits, avant de pouvoir en parler, effectivement, la première étape c'est de prendre conscience qu'on est proche aidant, et après on peut voir ce qu'on peut faire, comment on peut s'organiser. Mais bien évidemment c'est encore un sujet un peu, je dirais pas confidentiel, parce que maintenant on en parle de plus en plus, mais il faut continuer, accentuer pour que ça devienne plus présent dans les entreprises. D'où la nécessité pour les employeurs d'organiser de l'information collective autour de ce sujet-là. Quelles sont les prochaines étapes de développement de l'association alors? Quels sont vos projets? Alors, les prochaines étapes, eh bien, on va dire, elles se divisent en trois. La première, c'est finalement d'essaimer sur ce qui fonctionne bien à l'association. On a, je vous ai expliqué, des cafés des aidants, des formations des aidants, mais on n'est pas encore présent dans tous les départements. Aujourd'hui, on est présent dans 70 départements, et donc on a envie qu'il y ait au moins un dispositif de l'association qui soit à proximité de tous et toutes. Donc on va développer ces cafés, ces fameux cafés, ces formations. On a aussi envie d'être plus proche de nos partenaires, qui sont en gros des structures du médico-social, qui adhèrent à notre association et qui portent nos dispositifs. Et donc on veut créer une organisation territoriale, se développer en région. Ça, ce sera un axe important. On veut, troisième point, renforcer aussi notre plaidoyer. Il y a eu la publication de la stratégie Agir pour les aidants. Sébastien, je ne sais pas si vous avez entendu parler. Et non. Cette fameuse stratégie. Expliquez-nous un peu alors. Et donc, qui est la deuxième stratégie interministérielle, mais finalement qui a eu lieu le jour de la Journée nationale des aidants, le 6 octobre. Et bien c'est la deuxième, il y a des avancées dans cette stratégie, mais pour l'instant les modalités, on va dire, opérationnelles des principaux points restent encore à préciser, vagues, et 2024 risque quelque part d'être encore une année blanche pour les proches aidants en termes d'avancée de droit, et donc là on a un enjeu important de mobilisation pour l'association. Donc voilà, donc développement de ce qui marche pour nous, territorialisation et renforcement du plaidoyer dans un contexte où certes les choses bougent, mais pas toujours autant qu'on souhaiterait pour les prochains ans. Merci beaucoup Simon de Gardel pour cet entretien. Nous allons maintenant passer aux questions des participants. Alors, est-ce que nous avons des questions de la part des participants? Parce qu'en fait, l'exposé était quand même très clair, très large, très exhaustif, et il arrive parfois que ça réponde à toutes les questions en avance. Très bien. Donc, vous pouvez les écrire dans le chat ou dans la rubrique questions. Est-ce qu'il y a quelques questions? Moi, j'aimerais vous demander, finalement, vous avez dit la création de l'association, c'est 2003, par une maman. Qui était dans cette situation-là. Est-ce que, avant la constitution officielle par une association, est-ce qu'il y avait déjà un mouvement autour de la question de l'aidance qui émergeait quelques années avant, peut-être dans les années 80-90? Oui, alors c'est ce que je vous disais. Moi, pourquoi j'ai rejoint l'association? Allons-y, à titre personnel. Non, mais pourquoi? Ça va rejoindre votre question. C'est que ce que j'ai trouvé passionnant, c'est que c'est un peu quelque part la naissance d'un objet social et d'un nouveau mouvement social. Alors, c'est pas la naissance maintenant, mais justement, cette question sociale, elle prend racine dans les années 60, dans les années 70,
où se structurent post-guerre les grandes associations de famille, notamment dans le domaine du handicap, et petit à petit, ces grandes associations de famille vont commencer aussi à se dire, nous en tant que famille, nous en tant qu'aidants, on a aussi des besoins propres, on a des enjeux propres. Donc la question de l'aidance, en France, elle va naître comme ça. Puis après, les grandes associations de malades, notamment, je vous parlais de France Alzheimer dans les années 80, vont aussi s'emparer de la question. Mais finalement, l'Association française des aidants a cette caractéristique, elle est la première, elle est la pionnière à militer pour tous les aidants, quel que soit leur âge et quelle que soit la pathologie du proche. Et donc, de 2003 à 2020, il y a vraiment, on va dire, une contribution nette, moi je n'y étais pas, mais de l'association à faire rentrer ces droits des aidants et c'est la question des aidants dans nos politiques publiques qui finalement est arrivée avec en 2015, s'est concrétisée en 2015 avec la création d'un premier droit spécifiquement pour les proches aidants. Voilà. Et aujourd'hui, il y a peu d'associations, on va dire, qui s'adressent à tous les proches aidants. On est une des rares. Oui, parce qu'en fait, souvent les associations, ce sont des associations de patients ou de malades. Ouais, de malades. Et donc c'est très ciblé sur une pathologie, voilà, sur un handicap, alors que là c'est transversal. On est quelque part un peu les généralistes, oui, en s'adressant effectivement à tous les proches aidants. Ouais. Historiquement, on a vu autrefois nos parents âgés étaient hébergés par leurs propres enfants. Et ces années de vieillesse, ils les faisaient avec une solidarité qui était familiale. Puis on a une solidarité plutôt nationale. On a eu nos personnes âgées qui sont allées en EHPAD. Aujourd'hui, ils restent de plus en plus à la maison, avec, vous le disiez tout à l'heure, des intervenants qui sont des professionnels et aussi des membres de la famille qui viennent accompagner les parents. Comment vous voyez cette évolution comme ça, historique, en passant d'une solidarité familiale vers une solidarité nationale et qui revient vers la solidarité familiale avec la notion d'aidance, justement? Alors, je ne sais pas si j'aurais forcément la même grille historique, enfin la même évolution historique que vous. Bon, les modes de vie, bien évidemment, ont changé. On est dans une société, on va dire, trop glorieuse, une société individualiste, avec tous ses avantages, c'est-à-dire une société du choix et de l'émancipation. Et donc ça, ce sont des éléments très positifs. On peut effectivement davantage choisir son conjoint, choisir sa famille, choisir son métier, plus que, en tout cas, du moins, on le prône, ces choix-là. Et on est moins lié par nos solidarités, on va dire, mécaniques, et par les liens, on va dire, du village, du voisinage, de la famille. Ça, c'est une évidence. Et on l'est toujours, en fait. On l'est toujours. Et donc, quelque part, quand le poids de l'aidance ou la charge de l'aidance dans une société individualiste devient plus prégnant, eh bien, c'est presque, on va dire, il y a un hiatus, en tout cas. Il y a un problème parce que on demande aux individus d'être libres et indépendants, et en même temps, on leur dit, là, sur cette question-là, il va falloir quand même être au rendez-vous, et en fait, on va compter sur vous, sans vraiment vous le dire d'ailleurs. Parce que ce serait quelque chose de naturel que d'aider son proche. Moi, je pense que la solidarité collective doit, et à l'association de pense, doit jouer son rôle. Et donc, une des priorités, c'est déjà que les proches accompagnés puissent bénéficier de leurs droits, puissent être accompagnés dignement, et force est de constater que ça ne l'est pas toujours aujourd'hui, et ça rejaillit sur la situation de l'aidant. Mais on doit aller vers de la solidarité collective. C'est une question qui nous concerne tous. Pourquoi de la solidarité collective? Parce que ça nous concerne tous. Tous et toutes. On sera tous à un moment donné concernés dans nos vies, 9,3 millions d'aidants, et donc ça ne peut pas se jouer uniquement au niveau des solidarités interpersonnelles, interfamiliales, sinon eh bien on va faire, ça va accélérer les inégalités, parce que ces situations d'aidants, ça ne pèse pas sur tout le monde en fonction de notre situation sociale ou géographique. Merci beaucoup Simon Desgardelles, merci. Merci. Au revoir.